Hier soir, Donald Trump a prononcé son premier et peut-être unique discours en prime time sur la guerre contre l'Iran. Je dirais que c'était plutôt normal. Mais cela cache à quel point la guerre contre l'Iran a créé une situation totalement étrange pour le reste de la politique intérieure américaine. Aujourd'hui, je prévois de discuter de l'objectif du discours de Donald Trump. Ensuite, nous aborderons certains sujets importants et récurrents de l'histoire de cette chaîne, d'une manière qui tente de présenter un récit cohérent de la situation politique globale dans laquelle nous nous trouvons. Je vais d'abord évoquer le fossé entre la couverture militaire et politique de la guerre, et comment cela complique l'analyse pour ceux qui s'intéressent à la sécurité nationale américaine. Ensuite, nous examinerons les répercussions politiques pour l'élection présidentielle de 2028 et qu'il se passe quelque chose de fascinant autour de J.D. Vance. Enfin, je donnerai une mise à jour sur la situation de l'OTAN et comment le fait que Trump n'ait rien dit sur l'alliance dans son discours en dit en réalité beaucoup. D'accord, d'abord un bref résumé du discours. Le discours de Trump a commencé par des éloges pour l'équipe derrière le lancement d'Artemis 2, qui emmènera bientôt des humains plus loin de la Terre qu'ils ne l'ont jamais été. Dans un monde plein de chaos, c'était agréable de passer 1 heure hier à regarder quelque chose de divertissant. Ça faisait un moment. Quoi qu'il en soit, avant le discours, la plupart des spéculations disaient que Donald Trump présenterait un plan clair pour mettre fin à la guerre contre l'Iran. Peut-être avec quelques menaces explicites envers l'OTAN pour couronner ces derniers séjours de relations transatlantiques tendues. En fait, il a à peine abordé l'un ou l'autre de ces sujets. Bien sûr, nous aborderons l'OTAN plus tard. Concernant la fin de la guerre, je ne suis pas sûr que quelqu'un s'attendait à obtenir des informations utiles à ce sujet. Il faut être deux pour danser le tango, et Donald Trump ne peut pas dicter les termes d'un accord, encore moins savoir quand il sera conclu, sans un partenaire prêt à coopérer. Le discours s'est plutôt focalisé sur Donald Trump, cherchant plus généralement à justifier la guerre. En mettant de côté l'exagération habituelle des affirmations que l'on retrouve dans tout discours de ce genre, l'essentiel du discours était essentiellement un argument persuasif. La menace que l'Iran représentait pour les États-Unis et leurs alliés, ce qu'il faut faire pour réduire cette menace, et en quoi les coûts que les États-Unis devront payer pour accomplir cette tâche valent les bénéfices potentiels. Il manquait peut-être encore une liste claire et concise des objectifs des États-Unis, mais on s'en approchait. En effet, c'est le type de discours que les présidents précédents auraient prononcé pendant des semaines ou des mois avant le début de la guerre, comme George W. Bush l'a fait avant la guerre en Irak. C'est le discours que Donald Trump aurait dû tenir lors de son discours sur l'état de l'Union, prononcé 4 jours avant les bombardements en Iran. Il a plutôt passé plus de temps à parler du hockey masculin américain. En réalité, Donald Trump essaie de rattraper son retard, après avoir commis des erreurs politiques en janvier et février qui ont fait de la guerre contre l'Iran le début de conflit le moins populaire de l'histoire des sondages américains. Aujourd'hui, dans notre monde politiquement polarisé, il est douteux qu'une campagne de persuasion aurait changé la vie de la base démocrate. Il reste de nombreux indépendants aux États-Unis, majoritairement alignés avec les démocrates sur la guerre. Cependant, quant à faire évoluer l'opinion à ce stade, je pense qu'il est déjà trop tard. Les démocrates et les indépendants ne seront pas convaincus par un récit global qui tente de justifier la guerre à ce stade. Je doute également que beaucoup de démocrates changent d'avis, peu importe comment la guerre se termine, même si le régime iranien tombe et qu'un gouvernement plus favorable à l'Occident prend sa place. Il est révélateur que le paysage des réseaux sociaux traite souvent les déclarations du gouvernement iranien comme paroles d'évangile, alors que chaque dirigeant, à travers l'histoire, devrait être soumis à notre mise en garde sur l'écart entre les paroles et les actes. Des issues favorables de la guerre pourraient en faire évoluer l'opinion des indépendants, mais même ainsi, je n'attendrai pas d'effet majeur. L'absence d'un récit cohérent au début de la guerre a entraîné des répercussions sur la couverture médiatique de la bataille, ce qui, à son tour, a nui à la conduite de la guerre. J'ai déjà mentionné cela. Les principales préoccupations des électeurs américains concernant l'Iran ne sont pas la situation militaire et ses conséquences, mais plutôt les effets économiques, à savoir les variations des prix de l'essence et les baisses du marché boursier.
Cela a créé une situation intéressante où le Pentagone et le département d'État ajustent leur stratégie en fonction des réactions du marché, et moins en réponse à la situation militaire, comparée à une guerre plus classique. Les conséquences les plus évidentes de cette politique sont les différentes dérogations que les États-Unis ont accordées concernant du pétrole qui serait normalement sous sanction, y compris le pétrole iranien lui-même. La théorie au sein de l'administration est que l'on ne peut pas poursuivre la guerre si les prix de l'essence restent élevés. Donc il est en quelque sorte acceptable de prendre des mesures qui, au final, aboutissent à donner plus d'argent à l'Iran. Tout cet argent compte peu à long terme si le gouvernement est renversé. Je peux imaginer un monde où cela fonctionne, mais cela signifie aussi que l'administration Trump transforme une situation déjà très tendue en une situation encore plus risquée. Si la guerre se passe mal, alors les conséquences ultérieures de toutes ces politiques économiques étranges seront amplifiées. Eh bien, les médias se sont donc concentrés sur ces sujets d'actualité. Ce que l'Américain moyen ne comprend donc pas pleinement, ce sont les conséquences militaires de la guerre. Et avec très peu de pertes humaines, il est facile pour ces conséquences de rester cachées. Oui, vous aurez des aperçus de la façon dont la guerre affecte la Russie à court terme et la Chine à long terme. Donc l'électeur moyen n'est pas complètement dans l'ignorance. Mais le manque de grands médias qui se concentrent sur l'aspect militaire pose des problèmes même pour des gens comme nous, qui s'intéressent davantage à l'ensemble de la situation géopolitique. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que chaque arme tirée sur l'Iran est une arme qui ne pourra pas dissuader la Chine plus tard. Mais nous devons mieux connaître le nombre d'armes utilisées pour mesurer l'ampleur du problème et évaluer les risques par rapport aux avantages potentiels liés à l'Iran. Par exemple, prenons le Tomahawk, étant donné qu'il existe des images à n'en plus finir de ces missiles tirés pendant la guerre. Je pourrais donner quelques chiffres approximatifs sur leur situation. Les États-Unis ont épuisé environ 900 Tomahawk en un mois. Cela représente peut-être 20% ou plus du stock des États-Unis. Bonne nouvelle pour la Maison-Blanche, les États-Unis n'auront sans doute pas à en utiliser beaucoup plus, car avec la supériorité aérienne, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez passer aux JDAM, qui sont moins chers, et en plus le Pentagone en a pratiquement une réserve inépuisable. Cependant, les États-Unis n'achètent que 90 nouveaux Tomahawk chaque année, même si le Pentagone pense que les chaînes de production pourraient en passer à plus de 2000 par an sans trop de difficultés. Et c'est essentiellement tout ce que je peux vous dire à ce sujet, avec une grande réserve, je ne ferai confiance à aucun de ces chiffres. Beaucoup de ces informations sont des spéculations de personnes comme moi, informées de la situation générale, mais sans accès à des informations confidentielles. Si nous voulions vraiment des informations fiables ici, il faudrait que les grands médias concentrent leurs efforts d'enquête dans cette direction. Ils le font en partie, ce qui explique comment j'ai pu vous donner ces chiffres. Ils n'investissent donc pas beaucoup dans cet aspect, car ils n'intéressent pas les Américains. Et, c'est compréhensible, le coût de la vie est un problème majeur, et cela a un impact clair sur la vie quotidienne des Américains en ce moment. Il est simplement préoccupant qu'une question cruciale de sécurité nationale reste sous-médiatisée, en grande partie à cause de la manière dont l'administration Trump a mené cette guerre et de ce que le discours en prime time d'hier était censé corriger. Pendant ce temps, les répercussions politiques de la guerre dans les cercles politiques de Washington ont été stupéfiantes. Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, J.D. Vance est le favori des marchés de prédiction pour remporter l'élection présidentielle de 2028. Cela reflétait moins la conviction du marché que les républicains étaient en bonne position pour 2028 et davantage le fait qu'il avait effectivement écarté les autres candidats républicains potentiels. Même si votre parti a moins de 50% de chances de gagner l'élection, vos propres chances personnelles peuvent être bonnes s'il est presque certain que vous remporterez l'investiture de votre parti. En conséquence, les chances de J.D. Vance de devenir président ont atteint un sommet de 30,5% le 30 septembre 2025. Cependant, le début de l'année 2026 a été difficile pour J.D. Vance. Encore une fois, cela reflète moins sa personne que le Parti républicain en général. Il s'avère que la glace sur les routes peut faire chuter vos chiffres. C'est le début de la guerre avec l'Iran qui a entraîné la chute de ces chiffres. Le 27 février, ses chances étaient de 23,1%.
Aujourd'hui, il n'est plus le candidat le plus probable pour devenir le prochain président des États-Unis. Maintenant, c'est Gavin Newsom qui le devance avec 19,2% contre 19,0% pour Vance. C'est désormais une combinaison de deux effets. Premièrement, le marché pense généralement que les républicains auront du mal en 2028. L'autre, c'est l'idée de plus en plus répandue que Rubio défiera Vance pour l'investiture républicaine. Rubio était à 9,0% au début de la guerre et est passé à 11,5% aujourd'hui, en baisse par rapport à un pic de 16,8% le 11 mars. La baisse des 3 dernières semaines concerne moins Rubio que le Parti républicain. Et les chiffres de Vance reflètent également qu'une primaire réussie contre Rubio lui laissera suffisamment de séquelles politiques pour lui nuire lors de l'élection générale. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà mentionné, gardez un œil sur Rubio au cours des 7 prochains mois. Si les élections de mi-mandat de 2026 sont une vague démocrate, une démission de Rubio vous indiquera exactement quels sont ses projets pour 2028. Et cela provoquerait également beaucoup de panique chez les Européens, qui préfèrent travailler avec lui plutôt qu'avec le reste de l'administration Trump. En parlant de l'Europe, terminons avec la situation de l'OTAN. Rappelez-vous, plus tôt dans la semaine, la France et l'Espagne ont fermé leur espace aérien aux avions américains qui se dirigeaient finalement vers le Golfe. L'administration a alors discuté de la manière dont cette position forcera les États-Unis à repenser leur rôle dans l'OTAN. Cela a entraîné des spéculations sur un éventuel ultimatum de Donald Trump contre l'OTAN lors de son allocution en prime time. Au lieu de cela, il a fait de brèves remarques sur le fait que les alliés qui dépendent des livraisons de pétrole en provenance du Golfe devraient être prêts à contribuer à la sécurité du Golfe. Et c'était à peu près tout. Pas de discussion sur le départ des États-Unis de Bruxelles le mois prochain sans action des alliés. Je pense qu'il vaut la peine d'examiner la logique de ceux qui pensent qu'en savoir où tout cela mène. Le président Trump est mécontent des droits de stationnement militaire et de survol en Europe, surtout en Espagne et en France. Sa solution au problème, selon les spéculations publiques, serait de quitter l'OTAN. D'accord, si vous quittez l'OTAN, devinez ce qui se passe ensuite. De plus en plus de vos bases en Europe disparaissent. Pas toutes, bien sûr. Beaucoup d'alliés de l'OTAN voudraient donc prolonger des engagements bilatéraux pour maintenir les États-Unis impliqués. Mais certaines de ces bases disparaîtront. La menace de quitter l'OTAN ne résout donc pas le problème du président. Cela ne fait qu'empirer les choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que la situation est exempte de nouvelles tensions. Trump pourrait encore prendre de nombreuses mesures ici. Il pourrait, par exemple, adopter une interprétation libérale de l'article 5 et fournir une assistance symbolique pour rétablir la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, dans le cas où un allié auparavant peu coopératif serait attaqué. Cela dit, cette question se pose déjà concernant l'Espagne et son manque d'engagement à consacrer 5% de son PIB à la défense, ce que tous les autres ont accepté. Le fait est que les débats houleux au sein de l'OTAN sont loin d'être terminés, mais l'idée d'un départ des États-Unis serait contre-productive pour la Maison-Blanche. Et dans un monde où l'on peut proférer de nombreuses menaces sans en payer directement le prix, il faut garder cela à l'esprit la prochaine fois que la Maison-Blanche évoquera cette possibilité. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? L'allocution télévisée de Donald Trump diffusée hier soir aux heures de grande écoute était celui qu'il aurait dû faire il y a 2 mois. L'accent mis sur l'économie dans cette guerre déforme à la fois la stratégie globale et notre capacité à comprendre ses véritables coûts géopolitiques. Je ne voudrais pas être J.D. Vance en ce moment. Et malgré la fracture actuelle, quitter l'OTAN ne ferait que créer d'autres problèmes pour la Maison-Blanche. Il est temps d'aller faire une longue promenade avec mon chien. Puis-je vous suggérer d'en faire autant ? J'ai de nombreuses vidéos plus longues sur ma chaîne secondaire, agréables à écouter en faisant cela. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine fois. Prenez soin de vous.